effectivement ce renouveau. Le mot bouger. Effectivement, le professeur Matin a utilisé le mot bouger en disant que le monde bouge énormément. Effectivement, nous avons de nouvelles dynamiques de conflictualité, de nouvelles pandémies, épidémies à travers Ebola. La Côte d'Ivoire également bouge ou a bougé. A bougé du miracle ivoirien, se retrouver dans une situation de crise économique qu'on appelle le mirage ivoirien, et ensuite s'est retrouvé dans une situation de conflit armé et aujourd'hui de reconstruction post-conflit. Deuxième mot, c'est le mot conflit armé. Comprendre l'humanité à Côte d'Ivoire, c'est se focaliser sur le terme conflit armé. Donc, étudier l'humanité en Côte d'Ivoire, c'est étudier la dynamique du conflit armé en Côte d'Ivoire jusqu'à la situation de post-conflit aujourd'hui. Troisième mot, c'est le mot urgence. Effectivement, dans la présentation de M. Adou, du docteur Adou Dialé, il a insisté sur le mot urgence et a fait savoir effectivement que l'analyse sur l'humanité en Côte d'Ivoire était focalisée, se faisant autour de la question de l'urgence qui était finalement comprise autant par le monde des ONG comme étant le mot à utiliser, mais également dans le cadre institutionnel. Et enfin, le quatrième mot, c'est le mot émergence. Effectivement, c'est de comprendre où est-ce qu'on place l'urgence au niveau de l'émergence. Est-ce que l'émergence, c'est la fin de l'urgence à travers le retour de l'État? Ou alors, l'émergence, c'est la rationalisation de l'urgence? Et donc, voici des mots qui pourront nous aider effectivement à comprendre le renouveau de l'humanitaire en Côte d'Ivoire. Et ce renouveau pose quelques questions. Quel est le cadre normatif du renouveau humanitaire? Deuxième question, comment se présentent les financements internationaux concernant ce renouveau humanitaire? Troisième question, quel type de partenariat dans ce renouveau humanitaire? Et dernière question, quel est l'apport de la recherche effectivement dans ce renouveau humanitaire? Et je pense que nos intervenants auront quelques minutes effectivement pour nous éclairer sur ces différentes questions. Et je passe donc la parole à M. Gogori pour rentrer dans le plus. Merci. Oui, bonjour les jeunes volontaires aux actions de développement durable. Vous êtes aussi engagé au sein du réseau des femmes musulmanes d'Afrique pour la section Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi membre du comité de pilotage du secrétariat permanent dont le siège est basé à Dakar. Vous êtes membre aussi du conseil d'administration de l'Institut panafricain de sécurité, aussi basé à Dakar. Vous êtes officier de l'ordre national, membre du conseil de l'ordre de la grande chancellerie de Côte d'Ivoire. Vous êtes enfin conseillère spéciale du gouverneur du district autonome d'Abidjan. Donc vous êtes notre première intervenante. Je vais juste prendre quelques minutes pour vous présenter aussi les trois autres panélistes avant de commencer. Nous avons ensuite M. Yvan Hildebrand qui nous parlera des questions de devenir des financements des projets humanitaires. Donc M. Hildebrand, vous avez une longue expérience de l'action humanitaire sur une dizaine de pays et vous avez aussi une longue expérience du côté des bailleurs de fonds puisque vous travaillez depuis 6 ans pour le bureau d'aide humanitaire de la Commission européenne. Vous êtes aujourd'hui le responsable du bureau d'ECHO basé à Abidjan. Nous aurons enfin ensuite la parole, nous la donnerons à M. Malanois sur les questions de politique publique et société civile, quel cadre normatif. Donc M. Malanois, vous êtes directeur du master Action humanitaire et développement durable à la chaire UNESCO pour la culture de la paix à Abidjan. Vous êtes juriste de formation, vous êtes aussi un acteur de terrain puisque vous pilotez des projets humanitaires en Afrique de l'Ouest depuis plus de 20 ans. Donc nous donnerons la parole après troisième position. Ensuite, nous avons la chance d'avoir avec nous M. Traoré. M. Traoré, vous êtes le chef du bureau Tchar en Côte d'Ivoire. Vous avez déjà occupé cette position dans d'autres pays, notamment au Zimbabwe et au Niger. Vous avez également travaillé dans plusieurs ONG en qualité de médecin et aussi de directeur pays dans différents pays. Et donc, M. Traoré nous parlera, lui, sur le thème suivant, de l'international au local, comment mieux préparer l'avenir. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Mme Touré. 15 minutes de présentation. Merci. Merci, monsieur les modérateurs.
Bonsoir mesdames, monsieur, bonsoir, monsieur le ministre. Et je crois que déjà le matin nous avons planté le décor avec les responsables, et surtout je vais partir avec la phrase de monsieur le ministre Maté, qui disait que la recherche et l'action doivent continuer en synergie. Parce que parler de transition humanitaire et avoir à soulager les souffrances, c'est d'utiliser rationnellement les sciences sociales pour pouvoir accompagner la recherche et faire en sorte que nous enrichissons l'humanité par l'action humanitaire. Alors, dans ce contexte a été planté, et je vais demander à la Guillaume de partir, d'arrêter de poser. S'il vous plaît. Oh, on y va. Ça y est. Voilà. C'est parti. Alors, donc, le contexte, nous l'avions planté le matin déjà. Hein. Voilà. L'évolution des sciences sociales. Nous n'allons pas refaire la roue, mais nous avons quand même passé en revue quelques grandes étapes. Les sciences sociales au service de l'humanitaire et du développement humain. Depuis les deux premières tables rondes, je pense que nous avons planté ce décor et nous terminerons par les défis et perspectives et nous en ferons une conclusion. Alors, l'introduction, nous n'allons pas nous attarder là-dessus, mais nous allons simplement rappeler que nous sommes en présence d'une mondialisation qui exacerbe les inégalités entre le Nord et le Sud. La coopération internationale a pris une nouvelle essor et à la faveur de la montée d'un mouvement citoyen international. Je crois que c'est un élément fort qui a été relevé depuis le matin, on peut y aller. Et nous rappelons comme ça quelques repères historiques. Il y a des étudiants dans la salle, donc les documents seront disponibles, monsieur le modérateur, en partant des grands penseurs sociaux du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. On peut y aller. Alors, toutefois, il faut quand même relever les réticences autour des sciences sociales, qui étaient d'abord des sciences qui débouchaient sur la philosophie sociale, sur les aspects psychologiques. Et donc là, il faut relever qu'il y avait effectivement un obstacle méthodologique, mais qui sera vite compensé par la possibilité de couler cet obstacle dans le moule de l'analyse scientifique. Je crois que nous sommes tous en phase avec cet aspect. On peut y aller. Et un autre obstacle qu'il faut relever, c'est aussi celui-ci qui, pour certains, admettait la légitimité de la recherche sur les phénomènes sociaux. D'accord? Et qui contestait aussi la possibilité de couler ces phénomènes sociaux dans le monde de l'analyse scientifique. Mais toujours est-il que les sciences sociales nous permettent de mieux comprendre les terrains d'intervention et d'investigation. Vous pouvez y aller? Alors, la méthode en sciences sociales, nous n'allons pas en faire un cours, mais nous allons relever simplement qu'il y a un problème, à savoir s'il existe une méthode spécifique aux sciences sociales, ou alors s'il y a tout simplement une méthode scientifique qui nous permet de mieux comprendre certaines méthodologies appliquées aux sciences sociales. On peut y aller. Alors, partant de ces différents aspects scientifiques, nous retenons qu'il y a quand même la méthode scientifique expérimentale qui nous amène depuis l'observation jusqu'à la logique de compréhension et de l'expérimentation. L'étude de la réalité sociale, la démarche méthodologique qui fait de ses preuves dans les sciences de la nature, la méthode scientifique. Mais toujours est-il, on peut y aller, toujours est-il que nous pouvons retenir en termes d'objet des sciences sociales, les sciences sociales qui constituent une branche des sciences humaines, c'est-à-dire des sciences qui ont l'homme et ses activités pour objet d'étude, et l'on peut déjà noter que les spécificités de cet objet entraînent un certain nombre de conséquences. Je crois que ça c'est un élément important à relever dès le départ et circonscrire l'objet des sciences sociales. On peut y aller. Donc en termes de spécificité, nous pouvons retenir dans une première approche, on peut définir les faits sociaux comme ceux-ci qui résultent de la vie en société et qui ne se produiraient pas dans une existence humaine totalement solitaire. Totalement solitaire. Donc, les faits sociaux sont donc les faits relatifs à l'homme en société. Alors, vous aviez les étapes expérimentales qu'on va
pas très clairement, mais nous pouvons retenir de l'observation jusqu'à la thèse, l'analyse expérimentale avec qui se fait sa spécificité, une dialectique constante entre le niveau des faits et celui des idées. Alors, l'hypothèse et la vérification empirique, nous avons le cheminement. Je pense que ce n'est pas la peine de revenir sur l'hypothèse que nous avons décrite au départ, et retenir surtout l'objet des sciences sociales. Alors, nous pouvons passer, puisque nous avons tout... maintenant, on peut s'arrêter un tout petit peu, revenir sur la thèse du holisme méthodologique, qui nous dit que la thèse du holisme méthodologique met l'accent dans le rapport individu-groupe sur le second terme. Pour elle, c'est-à-dire pour cette thèse, le groupe constitue la réalité fondamentale de la société à une réalité objective. À une réalité objective irréductible à une simple juxtaposition ou une combinaison d'individus et de comportements individuels. Donc il est important pour nous de comprendre les terrains sur lesquels nous nous engageons en termes humanitaires. On y va? Alors, on peut toujours partir, puisque nous avons exprimé cet individualisme méthodologique. On peut y aller, s'il vous plaît. Alors, toutefois, il y a un faux débat autour des sciences sociales. Et ce faux débat, on peut le résumer en ces termes en disant qu'il y a deux positions qui sont plutôt complémentaires que contradictoires, n'est-ce pas? Lorsque nous revenons à la définition des sciences sociales en elles-mêmes, nous dirons qu'il s'agit plutôt de deux approches différentes d'une même réalité. La même réalité, c'est quoi? C'est la société, c'est l'individu. Et partant, nous disons qu'il est à la fois, il faut faire en sorte que des collectivités structurées et organisées, et surtout des relations individuelles, sortent de l'importance relative de ces deux aspects. Je crois que cela est très important. Le groupe et les peut y aller. Alors, nous voyons donc que par ces réticences, par l'objet des sciences sociales, il y a une évolution des sciences sociales. Et c'est pour cela que nous allons affirmer qu'il faut fondamentalement associer la recherche à l'humanitaire. Nous l'avions dit le matin. Parce que l'humanitaire, l'objet de l'humanitaire, c'est l'homme, c'est la société. Tout à fait. On peut y aller. Alors, donc, de toutes ces disciplines, nous avons certaines disciplines que nous pouvons noter, la sociologie, la psychologie sociale, l'anthropologie culturelle, les sciences du langage, la science économique, la science politique, l'histoire, la géographie humaine, etc. Et partant, nous allons prendre quand même quelques exemples pour bien comprendre l'objet dans l'humanitaire de cette science. Alors, quel est l'usage, quelle est donc l'utilité, et surtout le public de ces sciences sociales? Nous l'avions déjà dit, mais nous pouvons le schématiser en disant que l'utilité peut se comprendre soit comme une utilité marginale ou mesurable, soit comme une fonction remplie de toute société. Je crois que c'est cela. Et partant, nous disons que dans les deux cas, cette utilité satisfera volontairement ou non des besoins préexistants. Des besoins préexistants. Mais cette façon de poser le problème nous paraît trop abstraite pour établir une description des divers usages qui peuvent être faits. Et c'est sciences sociales et humaines, par les sciences sociales et humaines. Il s'agit donc plutôt de répondre à l'interrogation quels usages les sciences sociales ou humaines produisent-elles dans l'humanitaire? C'est ça la première question. On peut y aller. Et partant, nous disons qu'avec cette table ronde, nous voulons répondre au moins partiellement à la vaste question de la réception des sciences sociales dont l'exploration empirique peut livrer quelques surprises dans l'humanitaire. Alors, si nous retenons les critères du programme des Nations Unies pour le développement, pour promouvoir le développement humain, nous avons, disons, 7 éléments fondamentaux. D'abord, l'élimination progressive de la pauvreté, la diminution de la croissance démographique, la répartition plus équitable des ressources financières, naturelles et technologiques, la population en meilleure santé, plus instruite et mieux formée, un gouvernement décentralisé plus participatif, des systèmes d'échange plus équitables et plus ouverts au sein des pays et entre pays, et une meilleure compréhension de la diversité des écosystèmes. On peut y aller. En prenant compte ces critères, nous disons que l'exemple autour du développement humain défini à travers le 22e rapport mondial nous dit ceci sur le sort du Sud, le progrès humain dans un monde diversifié. Nous retenons que la Côte d'Ivoire
est classé 168e sur 187 pays, avec un indice de développement humain de 0,43 en 2012. Et nous continuons. Je vois venir le petit papier qui me dira 5 minutes. Je vous ai vu écrire, on peut y aller. Merci. Et nous disons qu'à partir de ce moment, le développement humain est un nouveau défi. Un nouveau défi pour l'humanité. Un nouveau défi parce qu'au final, il se dégage un tableau, certes avec de multiples initiatives, mais un tableau de métier identité. Parce que lorsque nous faisons le constat de toutes ces structures de l'humanitaire, nous nous rendions compte que c'est une multitude de métiers qui se retrouvent dans certaines activités. Alors que nous voulons créer la synergie entre la recherche et l'humanitaire. Il y a un problème fondamental qui se pose. Est-ce l'humanitaire qui se fait à travers les métiers? J'ose dire que action contre la faim, c'est la nutrition, c'est l'alimentation. Est-ce qu'on s'arrête seulement à cette kyrielle de métiers ou alors on ouvre vers la compréhension, l'utilisation des sciences sociales pour mieux comprendre le terrain? Donc il y a une ouverture. Les sciences sociales sont pour une approche concertée face au drame humanitaire, le moteur de la transformation et surtout un état de développement, comme je viens de le dire, et cela constitue pour les sciences sociales une invite à une réflexion sur la gouvernance, comme au risque de me répéter, et nous terminons sur l'interprétation de certaines ambiguïtés pour des crispations identitaires d'un côté et des débuts de réponse à l'autre. Tout à l'heure, je parlais des structures, des métiers dans l'humanitaire. Il faut remettre cela pas en cause forcément, mais il faut faire des ouvertures. Il faut créer une multidisciplinarité dans ces structures de l'humanitaire pour mieux prendre en compte les sciences sociales comme outils de l'humanitaire. Et je vous remercie de votre attention. Merci, c'est parti. Je vous entends. C'est parfait. Très bien. Alors bon, je suis un peu embêté pour prendre la parole maintenant parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Et donc j'ai déjà revu 2 fois mon PowerPoint et là je n'ai pas eu le temps pour la 3e fois. Donc il y aura peut-être des éléments qui vont être répétitifs pour vous, bien sûr. Ça montre aussi que je crois que l'atelier a déjà produit ses fruits puisque la plupart des thèmes ont été couverts. Et c'est là où on l'entend en général jamais, ou peu. Et par contre, je suis assez convaincu que de son point de vue, tous nos questionnements existentiels, franchement, ça n'est pas vraiment important pour lui. Et donc, je crois que c'est toujours important de garder ça en tête avant de commencer à se lancer dans des grandes réflexions. Vous m'entendez? Ah, vous avez pas entendu ce que j'ai dit avant? J'ai été pour faire cette présentation. Et avec quel financement? Bien entendu, boule de cristal. Et donc, question d'autant plus difficile à répondre pour moi, parce que je suis a priori spécialisé dans les fonds à court terme et d'urgence. Je vais quand même essayer d'y répondre. Avant d'y répondre, il faudra peut-être se poser la question effectivement de quoi parlons-nous quand on parle d'action humanitaire. Et là, je reviens un peu sur ce qui a déjà été dit malheureusement durant la journée, savoir si on est tous d'accord sur la définition de l'action humanitaire. Ici, je propose d'utiliser 2 dimensions pour essayer de cerner la question, une dimension plutôt typologique, ou alors d'aborder sur la question des dimensions temporelles. Je ne sais pas où vous en êtes avec les slides. En ce qui concerne la dimension typologique, bon, il y a classique, il y a les 2 grands types de crises humanitaires qu'on peut aborder, celles qui sont relatives à des calamités, catastrophes naturelles, et celles qui sont liées à des situations de conflit. Elles ont leurs caractéristiques propres. Je me permets de rappeler, dans la première catégorie, on est plus dans une logique de secours. Et c'est une catastrophe qui nous est tombée dessus de manière un peu, on ne pouvait rien faire, c'est la question de l'aspect de la fatalité. L'homme n'y est pour pas grand-chose. Et on parle de victimes, c'est-à-dire que tout le monde est concerné, il n'y a pas vraiment de nuances. En général, ce type de catastrophe a effectivement une bonne couverture médiatique, hein, que ce soit tsunami, tremblement de terre. En général, en plus, ça arrive aux périodes des faits, curieusement, qui génère évidemment de la compétition et forcément déclenche une mobilisation assez large
de personnes qui veulent contribuer à la réponse sous forme de dons, de dotations. On aura beaucoup, par exemple, de contributions financières privées dans ce genre de circonstances. C'est simplement pour vous donner déjà une idée sur les financements à venir pour ce type de situation humanitaire. Effectivement, comme je le souligne, il n'y a pas seulement à ce moment-là les ONG internationales classiques qui peuvent intervenir, mais il y a beaucoup d'autres acteurs qui peuvent intervenir, y compris, compte tenu parfois de l'échelle des besoins, les forces armées, militaires, l'État, etc. Les principaux défis dans ce genre de catastrophes, s'ils sont vraiment à grande échelle, ce sont effectivement des défis plutôt liés à la logistique. On l'a vu récemment avec Ebola, avec la coordination aussi. Donc, grosse opération, grosse manœuvre, gros moyens et souvent coordination très complexe et très difficile. Dans la deuxième catégorie, effectivement, on a plutôt la situation des conflits, guerres, et dans ce genre de situation, l'approche est souvent plus liée sur, inclut beaucoup plus la dimension protection, protéger les victimes, et victimes qui sont en général plutôt des civils, et qui sont plus subis à une question de violence. On est quand même dans une démarche fort différente. Probablement, ici c'est un peu caricatural ce que je fais, c'est pour faire la typologie à la Max Weber. Ici on est plutôt dans des crises qui sont souvent négligées, oubliées, dont on ne parle pas, et par rapport auxquelles on semble impuissant. La crise syrienne par exemple, elle dit quoi faire, depuis des années elle est là, elle génère ses victimes et on ne sait pas trop bien quoi faire. Et évidemment il y a un aspect politique qui est beaucoup plus important. La conséquence, c'est notamment par rapport à la première catégorie, un accès à des fonds plus limités, puisque c'est notamment des crises qui génèrent moins d'empathie en termes de donation. Les acteurs aussi ne sont pas les mêmes. Pour travailler dans ce genre de contexte, il faudra avoir des acteurs qui sont beaucoup plus spécialisés. On parle ici évidemment le CICR avec son mandat unique à ce sujet, ou alors des ONG comme Médecins sans frontières, qui ont une capacité technique et aussi un mandat qui leur permet de travailler parfois dans des situations de guerre assez complexes. Donc là, il y a une topologie d'acteurs qui est plus limitée. Il y a d'autres acteurs qui interviennent, mais pas forcément pour apporter une assistance humanitaire, et qui sont plutôt partie prenante, comparée à la situation de catastrophe naturelle. Les États, souvent, les groupes armés, rebelles. Et puis, il y a des nouveaux acteurs qui ont un rôle important à jouer pour notamment préserver les questions de l'espace humanitaire. C'est la mission des Nations Unies, qu'est-ce que bleu, comment on voit dans ce genre de situation. Les défis, je l'ai cité, donc c'est l'espace humanitaire avec ses principes. Donc le respect, on a vu le bombardement de l'hôpital de Médecins sans frontières en Afghanistan, par exemple. L'espace militaire, manifestement, n'a pas été préservé par les forces aériennes américaines, en l'occurrence. Et puis, un défi aussi qui est très classique, c'est lié à la question de la sécurité et de la protection, c'est l'accès aux victimes. Voilà, donc on pourrait, c'est ce que je propose de réfléchir à ce type de, quel type d'action pourrait-on y avoir en Côte d'Ivoire dans 10 ans. On pourrait utiliser par exemple ce type de typologie. Une autre manière d'aborder ou de définir ce que c'est que l'aide humanitaire, merci. J'ai noté là-dedans, enfin bon, je ne les ai pas noté en l'occurrence, mais évidemment les acteurs qui vont être impliqués au fil de cette évolution ne sont pas toujours les mêmes. L'État aura un rôle important avant la crise. Il risque de diminuer durant la crise, sauf si c'est une catastrophe naturelle. L'État peut très bien mobiliser ses propres ressources pour y participer. Évidemment, celle qui est après, en fait, celle d'avant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, d'accord. Et donc, en l'occurrence, les leçons qui ont été apprises de la crise précédente vont évidemment nous conduire à faire des activités de prévention dans un contexte qui est favorable pour cela, donc en dehors d'une crise. Et là, de nouveau, ce n'est pas les mêmes types d'acteurs, les mêmes types de financement qui vont être nécessaires. Voilà, alors ça, c'est un autre moyen de définir ce que c'est que l'action humanitaire, et c'est en tout cas celle que l'on utilise au niveau du Bureau humanitaire de l'Union européenne, pour une raison très simple, c'est qu'on a des ressources limitées et un mandat spécifique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses à faire avant et après, mais ce ne sera pas avec nous. Voilà, alors j'ai dit pendant la présentation, mais effectivement, donc, en fonction de l'endroit où on se trouve sur la ligne, on n'a pas forcément les mêmes causes à des problèmes. Et souvent, on peut avoir une tentation à utiliser la réponse de l'aide humanitaire pour répondre à des problématiques qui ne sont pas vraiment d'origine humanitaire, qu'elles soient politiques, qu'elles soient de sous-développement, de pauvreté. Et la question, c'est que par rapport à ce type de causes différentes, la réponse n'est pas la même non plus. Et pour beaucoup d'acteurs humanitaires, c'est parfois un défi de passer, je dirais, d'une situation d'urgence à une situation de post-urgence ou de pré-développement. Ils n'ont pas forcément les compétences pour faire ça. Donc, idem pour les bailleurs. Et les bailleurs, en ce qui concerne l'ECO, par exemple, nous avons des financements de durée assez courte. C'est des financements qui ne sont pas équipés pour faire des programmes
dans lesquels on va essayer de changer des comportements, dans lesquels on va essayer effectivement d'adresser les causes, les racines d'un problème, et dans lesquels on va essayer de nouer des partenariats durables avec les acteurs de la société civile ou le gouvernement. Un financement de 6 mois, 9 mois ne permet pas ce genre de choses. La crise et le développement. Et donc, parfois on va un peu en avant et parfois on va un peu après, mais on a souvent des limites. Parce que là, je parle de la direction humanitaire de l'ECHO. Donc, en même temps, parfois nos collègues du développement viennent un peu plus tôt et essaient parfois d'anticiper, mais ça n'est pas systématique. D'où la nécessité d'avoir une dynamique de coordination et d'échange effectivement assez continue entre tous les acteurs et tous les bailleurs. Ce qui a été le cas, je crois, en Côte d'Ivoire. J'évoque rapidement ici, il y a une petite carte après. Voilà. Donc il y a des instruments de l'Union européenne qui sont utilisés pour travailler en amont. Il y a l'instrument pour la stabilité qui lui vise plutôt à travailler sur des dynamiques de conflits qui sont en train de couver, qui pourraient éventuellement déboucher sur une crise. Donc c'est la prévention politique. Ça peut être utile, par exemple, pour refinancer des actions de type atténuer les tensions intercommunautaires autour du conflit foncier à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Si on fait ces actions-là dans la durée, ça peut probablement prévenir un dérapage qui pourrait avoir des conséquences humanitaires. Alors ce n'est pas vraiment du travail purement humanitaire, mais avec cet instrument européen qui existe, il est possible de faire ce type d'activité. Sur le plan plus catastrophe naturelle, par contre, ECHO a un instrument qui s'appelle Type ECHO et qui permet de renforcer la capacité de préparation par rapport à des menaces de risque, que ce soit inondations, épidémies, etc. Et en général, c'est plus concentré au niveau des communautés. Donc c'est par exemple proposer un système d'alerte en cas d'inondation, encourager les communautés à construire des maisons sous pilotis qui soient à l'abri des inondations. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Grégoire. 1 minute. Ah, oula. Il n'a jamais arrivé. Très bien. Alors, je passe le cas de la Côte d'Ivoire. Voilà. Le cas de la Côte d'Ivoire, c'était simplement pour signaler qu'on avait quand même, que ECHO avait contribué à hauteur de 100 millions d'euros pendant la crise post-électorale, et que si on a vu effectivement une évolution du rôle et des modes opératoires de chacun des acteurs qui ont été impliqués, et c'est intéressant, c'est-à-dire que pas mal d'acteurs militaires peuvent aussi s'adapter à une dynamique différente, moins substitutive, plus de partenariat. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et pas mal d'ONG aussi ont décidé de quitter, même s'il y avait des financements, simplement parce qu'elles se trouvaient là en dehors de leur mandat de core business qui était l'aide humanitaire, et c'est tout à fait honorable. En termes de projection dans l'avenir, puisqu'on demande de définir quelle sera l'action militaire dans 10 ans, je dirais que quand même les conditions a priori sont plutôt favorables pour qu'il n'y en ait pas, puisque le pays, on l'a dit tout à l'heure, est en train de connaître une croissance impressionnante. Notre ami Lupin nous a montré l'immensité des investissements qui sont dans le pays. Je dirais en vitesse que pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire, il y a des capacités qui sont bonnes, donc je dirais il n'y aura pas besoin de grand-chose, à part peut-être un appui technique pour développer des technologies plus innovatrices par rapport à la réponse aux crises, peut-être aussi pour améliorer la coordination. À ce sujet, il y a des initiatives qui sont en cours, qui sont financées notamment par l'Union européenne, mais aussi par exemple les États-Unis, qui vont démarrer ce projet de renforcement de tout ce qui est surveillance épidémiologique pour les maladies zoonotiques. C'est une des conséquences des voilà. Ça, c'est un appui qui a du sens par rapport à la préparation aux urgences sous la responsabilité de l'État. J'insiste là-dessus aussi sur l'approche régionale. Et là, c'est l'État qui peut être le leader. Il y a des menaces qui dépassent les frontières. On pense évidemment à Ebola, mais ça peut être la même chose pour justement les tensions entre les communautés le long de la frontière à l'ouest, qui ont un effet sur le Libéria, et qui ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire. La question de la pression des phénomènes migratoires sur les questions de tension par rapport à l'accès à la terre, c'est aussi des points qui s'abordent de manière régionale. Pour le secteur privé, on n'en a pas parlé, mais il y a eu un atelier ici il n'y a pas longtemps qui faisait un peu, dans le cadre de la préparation sur le forum humanitaire l'année prochaine, un atelier uniquement par le financement institutionnel. Pour les ONG internationales, bon, on leur a vu certainement un monopole par rapport à la situation, dans les situations d'urgence extrême. Il n'y a aucun moyen de battre aujourd'hui le CICR ou les incendiaires par rapport à des crises très complexes dans des contextes dangereux. Donc eux, ils auront toujours un accès privilégié au financement. C'est moins le cas par rapport à des situations moins de crises qui sont pas liées à des conflits, où là il y a peut-être plus d'opérateurs qui pourraient bénéficier de financement. Je dirais que dans la situation où on se trouve actuellement, où les ONG ont changé de rôle, elles sont moins subjectives, elles sont moins dans le fait, plus dans l'aide et l'appui, je pense que là, la compétition pour les financements sera plus ardue. Parce qu'effectivement, il faudra démontrer à chaque fois leur valeur ajoutée,
Hein, il y en a d'autres, il y a des consultants privés, il y a l'État, il y a les associations locales, et comme le disait Andrea, il faut être le meilleur par rapport à ça. Voilà, alors je termine pour les ONG locales. Effectivement, c'est vrai que l'accès pour les financements pour les associations locales dans l'aide humanitaire d'urgence pure, il n'y en a pas. Ça on le sait, notamment parce que dans certaines situations, ils ne sont pas en mesure de pouvoir opérer. Donc, le service est affecté par une crise grave, crise entre guillemets l'étranger. Donc, dans ce genre de crise, a priori, le seul rôle potentiel pour lequel une ONG locale peut intervenir, c'est dans un partenaire de mise en œuvre, implement partners. Par contre, je veux dire, effectivement, dans les programmes de développement, de réhabilitation, développement, on sent que là, elles ont beaucoup plus de capacités et elles ont beaucoup plus à apporter. Et là, on peut rentrer beaucoup plus dans une logique de partenariat. En termes de financement, eh bien, elles pourront soit bénéficier d'un financement à travers encore un partenaire international, mais il y a aussi d'autres options. On l'a évoqué, il y a des appels à propositions qui sont destinés uniquement à les ONG locales, les acteurs de la société civile. Et je pense qu'il y a une piste qu'il faut exploiter davantage, les financements du secteur privé et de la société du pays. Et a priori, la Côte d'Ivoire est un pays qui génère des ressources, il y a une classe moyenne. Demain, il devrait y avoir aussi des contributions qui sont faites par le citoyen ivoirien par rapport à des projets qui sont pertinents et bien gérés par des ONG ivoiriennes. Donc c'est peut-être là aussi un potentiel qu'il faut davantage exploiter. Voilà, en conclusion, je dirais que j'ai dépassé seulement de quelques minutes, hein, Greg. Donc, tout ça pour vous dire qu'en gros, il y a d'abord une kyrielle d'acteurs, il y a une kyrielle de bailleurs et une kyrielle de situations. Donc, essayer de mettre tout dans une seule boîte n'est pas possible. Et je crois que c'est un des objectifs du sommet militaire, c'est de reconnaître qu'il y a une diversité de situations, qu'il faudra une diversité d'acteurs et de réponses. Et là-dedans, chacun a un rôle à jouer. Il faudrait donc éviter de tomber dans je dirais, les a priori en disant voilà, la crise est finie, on n'a plus besoin d'ONG, donc on a besoin d'ONG, mais le rôle va changer. Le aide dans ONG n'est pas anti-gouvernemental, mais non gouvernemental. De même qu'ils peuvent apporter quelque chose. Donc je crois que le défi qui sera à poursuivre, mais qui a été, je pense, jusque-là relevé, sera effectivement de continuer à utiliser les ressources et le savoir-faire de tous ces acteurs, de les utiliser au mieux en fonction des besoins. Et ça se fait en général par un dialogue, un échange d'informations, sans appliquer. Merci. Merci. C'était trop long, excuse-moi. Ouais, mais bon. Ok. J'ai eu la chance d'être au siège du Fonds de la Rouge française. Et il y avait encore Madame Vigénie, moi. Et quand nous nous sommes rencontrés, elle m'a présenté un thème. Mais j'avoue que j'aurais été vigilant, j'aurais discuté sur un petit mot ou des petites lettres qui, à ma foi, m'ont gêné au début. Notamment quand j'ai vu société civile au pluriel. Mais j'ai eu le thème, je l'ai accepté, et durant 3 mois après, est-ce qu'il est encore valable de poser la question? Et dans la recherche, je constate qu'il y a un lieu d'espoir et il y a même des solutions à ce mot qui a été mis au pluriel. Je schématise. Il n'y a que, dans cette même salle, il y a quelques minutes de cela, le ministère de la Santé, lutte contre le VIH-Sida, répond à Dr Kwame, qui est un acteur essentiel de la politique publique, parce que la politique publique en elle-même, c'est un programme d'action mis en œuvre par une personne publique ou un gouvernement, donc notamment le ministère lui-même. Un exemple pratique. Il y a aussi qu'il y avait mon cher ami Andrea Dominici, qui représentait l'ONG ACF, qui est une ONG internationale, donc société civile internationale, ou du moins un acteur qui n'est pas de la Côte d'Ivoire. Et enfin, il y avait quelqu'un, un jeune ami, qui était assis là, à Assapsu, qui était une ONG ivoirienne, d'ailleurs très performante, donc société civile ivoirienne. J'ai dû comprendre maintenant que le mot était mis, mais à dessein. Ça représentait société civile, soit ONG internationale intervenant en Côte d'Ivoire, pas en conflit, mais dans des débats d'intérêt avec ONG locale. Voici les acteurs temps plantés. Et donc, quelle est alors la problématique de ce sujet? Politique publique et société civile
Bah, vous serez déphasé parce que moi, j'ai une ligne obligée déjà parce que vous serez déphasé. Allez-y, continuez. Voilà. Et quelle est alors la problématique? La problématique de ce sujet est que il y a l'État à travers l'administration publique, à travers le gouvernement, qui met en œuvre une politique publique, qui est un programme d'action, un programme cohérent, et il y a les acteurs de la société civile qu'on pourrait définir tantôt selon le système qu'on a en face de nous, francophone ou anglo-saxon. Ça prend en compte tous les acteurs ou toute organisation qui ne sont pas du monde politique ou du monde de l'État, du monde étatique, notamment les ONG. Si nous nous mettons dans la conception spécifique des RIFMAN, parce que les ONG sont des acteurs spécifiques, ou encore les ONG qui engloberaient d'autres formes de structures, associations, syndicats, fondations, mutuelles, coopératives, ce que vous voulez, pour pouvoir prendre en compte cette conception plus. Et donc, problématique, la société civile en elle-même, est-ce qu'il y a des fonctions de protection, des fonctions de veille, comme on a dit, des fonctions d'acteurs de démocratie? En quoi est-ce que la société civile est prise en compte en tant qu'acteur qui participe à l'élaboration, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques publiques? Et dès lors, cas pratique, est-ce qu'il était légitime pour le ministère de l'État de, contrairement au fait que le ministère de l'Intérieur est, par la loi 6315 du 1er septembre 1960, érigé le régime juridique d'association, en ce que l'association ivoirienne déclarée, dès lors qu'elle est, elle existe juridiquement, est-ce qu'il est encore nécessaire pour l'État de faire quoi? De pouvoir imposer un autre agrément PIS, de sorte à ce que l'ONG puisse intervenir dans le domaine de la santé? Problématique. Donc voilà alors la question de la participation, la question de la légitimité de la société civile, en quoi est-ce que l'élément elle est prise en compte dans cette politique publique? Pour résumer la chose, je voudrais d'abord dire que le cadre normatif en lui-même, dans deux conceptions. Conception stricte, c'est juridique, ça va être la norme de droit, ça va être la loi, ça va être la constitution, ça va être les règlements et autres. Conception large, ça va être l'ensemble des valeurs et des croyances. Donc le normatif n'est pas seulement la loi, c'est au sens où. Donc, quel est alors l'ensemble des règles ou encore toutes ces valeurs, toutes ces croyances, les tests et autres, qui contribuent à pouvoir prendre en compte la participation de qui? De la société civile dans l'élaboration de la politique publique, de sa mise en œuvre ou encore de son évaluation. Pour répondre à cette question, le plan, je vais tenter de répondre à la question à travers deux grandes parties. Et il est clair que l'intérêt de ce sujet se situe bel et bien, je dis bien, dans le thème central de la transition. Sur ce, pour la première partie, il s'agit d'une approche historique pour gagner en temps, surtout que la bonne partie qui nous apportera de la matière en 6 minutes 34 secondes, c'est une grande 2. Il faut retenir dans la première partie que l'État de Côte d'Ivoire a eu 3 plans quinquennaux, de 71-75, mais qu'avant ça, en 70, il y avait des perspectives décennales de développement économique, social et culturel. Dans la Côte d'Ivoire, le président d'alors, Houphouët-Boigny, ne voulait pas effriter la cohésion sociale. Donc on avait certes une loi associative, mais tenez-vous bien, de fait, cette liberté n'était pas tout à fait effective parce que l'État contrôlait les grands groupes d'associations, l'association des femmes de Côte d'Ivoire, même au niveau des étudiants, il y avait le mouvement des élèves étudiants de Côte d'Ivoire, mais si tout était contrôlé, ajusté, et on ne créait pas l'association aussi librement que le fallait. Pourtant, il y en avait quand même, mais qui n'avait pas la même vision qu'après 90. Donc je passe, dès lors que nous avons réussi à toucher ce point, tout de suite, je vais toucher les conséquences de cet état des faits. C'est qu'il y a eu des politiques où les ONG locales n'étaient pas tout à fait prises en compte. On a eu l'AVP, l'Association française de volonté du progrès, avec l'État des terres, mais il n'y avait pas réellement d'ONG au sens type du terme en Côte d'Ivoire à cette époque. Et quand on prend les critères, c'est pratiquement entre 80 et 90 qu'on a eu des ONG plus ou moins qu'on pouvait considérer comme tel. Grand 2, c'est surtout là que le débat sera beaucoup plus riche. Surtout que nous restons 5 minutes exactement.
On y va. Les politiques publiques théoriquement soumises à la protection de civile. En principe, tenons-nous bien un exemple. Au Brésil, l'article 204 de la Constitution consacre, c'est-à-dire rend valeur constitutionnelle la participation de la société civile de la population par l'intermédiaire des organisations représentantes dans la formulation des politiques et le contrôle des actions à tous les niveaux. Mais en Côte d'Ivoire, on me dirait qu'il n'y en a pas. Si, j'ai bien analysé et trouvé des sources. Dans le préambule, il a dit le peuple de Côte d'Ivoire exprime son attachement aux valeurs démocratiques, reconnues à tous. Et puis on dit la transparence dans la conduite des affaires publiques. Qui peut contrôler? Qui peut rendre? Si toi-même tu es le juge et tu es parti, tu ne peux jamais contrôler la transparence. C'est quand même qu'il faut un autre élément, c'est qui? Ce serait cet élément à société civile. L'article 1er dit consacre les libertés, les droits et les droits fondamentaux. Mais mieux, l'article 1 dit ceci. La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque et démocratique et sociale. Est-ce qu'il y a une démocratie sans information, sans contrôle citoyen? Ce n'est pas possible théoriquement. Donc du coup, dans le Côte d'Ivoire, le peuple constitutionnel aurait des raisons de pouvoir agir comme tel. Et donc, attention, la loi encore en vigueur, la loi sortie dit, si toute association qui serait de nature à compromettre la sécurité publique, à provoquer la haine en groupe, je souligne maintenant en gras, regardez ce qui est en gras, c'est, allons-y, voilà, ok c'est là, petit 30, il dit, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement, à inciter les citoyens à enfreindre les lois et à nuire l'intérêt général du pays est nul. Si vous voulez agir pour un plaidoyer, dès que l'État dit que ça me dérange parce que ça me met la honte sur moi, tout de suite, des solutions administratives. Donc faites attention. C'est ce qui est en état encore comme test. C'est valable pour ONG internationale comme ONG nationale. Et donc, poursuivons, le cadre normatif innovant. Il y en a quand même. Il y a eu, après l'échec des politiques d'ajustement structurel, bon, bilan mitigé, il y a eu les sons des Bretton-Woods, les FMI et l'autre, qui ont souhaité que désormais, on devait avoir des documents de stratégie de réduction de la pauvreté. En Côte d'Ivoire, il y en a eu. Et compte tenu de nouveau régime au pouvoir, on a pu avoir quoi? Le nom a changé. C'est maintenant, ça s'appelait Plan national de développement. Il y avait un débat politique sur la question. Dans tous les cas de figure, désormais, le diagnostic des grands besoins pour les programmes et les priorités dans le Côte d'Ivoire, on doit prendre en compte la société civile. Tant entendu, ONG internationale comme ONG nationale. Donc à ce niveau-là, c'est concret. Mais, toujours des obstacles. La loi ivoirienne elle-même ne promeut pas réellement ce état de fait. Cette loi, fœtus d'ailleurs, elle ne permet pas réellement de consacrer une véritable émulation des OSC en Côte d'Ivoire. Je dis bien étrangère comme nationale. C'est le mot que la Côte d'Ivoire utilisait. Elle dit étrangère. Je ne l'ai pas créé. On dit dans le ton siège à l'étranger, tu es OSC, ONG étrangère. Mais cette même loi, tenez-vous bien, il y a une évolution, une dégression de quoi? Des privilèges pour les ONG étrangères. Désormais, quand elles prennent elles-mêmes les protocoles d'accord au niveau de ces affaires étrangères, les avantages qu'ils avaient au début, il y a 10 ans de cela, ou 20 ans de cela, tout a été carrément effacé, plus ou moins. Donc, on va 5 ans de figure. Et, bon, tant mieux, si on veut faire transition, du coup, elles n'auront plus rien, donc les temps vont changer, il faut qu'elles partent. Peut-être ça. Mais les jeunes locales, elles qui devaient faire la transition, elles aussi ne sont pas bien loties. Parce que j'avoue, il y a une compétition rude au sein des projets. Et elles n'arrivent vraiment pas à participer. Malgré celles qui ont même des compétences, même qui sont professionnelles, il n'y a que le cas juridique limite ce qu'on appelle la pleine capacité juridique. Elles ne peuvent pas jouir de libéralité. Ça veut dire qu'elles ne peuvent même pas avoir un ton. Elles ne peuvent pas avoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur donner de l'argent. Mais il y a un souci. Et heureusement d'ailleurs que nous avons amorcé une nouvelle, une étude, un projet d'IA pour pouvoir réviser ou du moins modifier cette loi. D'autant plus qu'elle n'est plus conforme. Donc normalement, l'ONG ne devait pas avoir des financements parce que ce financement, qui est un fonds en griffe perdu, ne répond pas à un régime juridique précis. Donc voilà plus ou moins quelques préoccupations qui sont de nature à dire que l'accompagnement de l'État à lui-même pour
la transition humanitaire, l'État même est un acteur qui ne favorise pas à travers, je ne critique pas l'État, mais à travers ce que nous avons actuellement en l'État, il ne permet pas réellement d'avoir une participation effective de la société civile, tant locale qu'internationale. Et sur ce, je m'arrête là. Merci. Merci, M. Rondeau. Un problème technique. Activé sur le micro. Étant le 12e intervenant de la journée, je ne vais pas vous administrer un PowerPoint. Vous en avez eu suffisamment au risque de vous en faire subir une overdose. Je me permettrai, avant de commencer mon intervention, de remercier ceux qui sont à la base de cette initiative, le Fonds de la Croix-Rouge, le professeur Mété et son équipe. N'hésitons pas que la discussion jaillit la lumière. Moi, je salue cette opportunité d'avoir mis un peu tous les acteurs de différents horizons ensemble pour discuter. Si de cette discussion jaillit la lumière, j'ajouterais que c'est de cette lumière dont on a besoin pour dissiper l'obscurité qui nous environne. Alors, pour diversifiant, l'avènement du droit international humanitaire et des protocoles additionnels marquait une rupture avec une autre époque, une autre philosophie, une autre approche, qui fut celui de l'humanitaire religieux tenant d'une main la Bible et de l'autre l'assistance humanitaire, ou de l'humanitaire colon tenant le fusil d'une main et la truelle de l'autre. L'humanitaire nouveau ou le renouveau humanitaire ayant pour ambition le bien-être universel connaît malgré lui un essor grandissant. Ce renouveau humanitaire est en réalité une quête permanente de l'humanitaire lui-même pour s'adapter aux besoins et réalités de son temps avec les moyens et les connaissances du moment. La chaîne de solidarité humanitaire de l'international au local s'est construite autour de trois problématiques dont les conflits armés constituent le pilier originel. Plus d'un siècle s'est écoulé entre la bataille de Solferino et la guerre de la Syrie. Le droit international humanitaire est un outil fondamental qui régit l'art de la guerre, s'applique à toutes les parties prenantes au conflit. Il reste l'instrument de référence des acteurs humanitaires lors des situations de guerre. Le droit international humanitaire, lui aussi, a évolué pour être en phase avec son temps et circonscrire l'étendue sans cesse croissante du champ humanitaire par l'adoption en 1977 de deux protocoles additionnels à la Convention de Genève de 1949. La guerre se complexifie et change si rapidement de nature que le droit international humanitaire suit difficilement. Les belligérants d'hier, qu'ils soient marxistes, communistes, indépendantistes ou combattants de la liberté, paraissent trop tendres, moins déterminés et motivés aux yeux du combattant d'Allah des temps modernes. Ce combattant nouveau ne craint nullement la mort, bien au contraire, il la chérit. Son combat ne connaît aucune limite géographique et sa ligne de front est politico-religieuse ou socio-culturelle. Son arme de guerre plus redoutable que la Kalachnikov est le radicalisme religieux. Dans cette nouvelle guerre, le combattant ne se trouve pas nécessairement sur le champ de bataille, mais vit parmi les civils. Endoctriné, il s'autorise à proférer des appels à tuer des civils innocents. N'étant pas sur le champ de bataille classique, le droit humanitaire international ne le concerne pas, même s'il passait à l'acte. Est-il combattant ou non? La question reste ouverte. Pour lui, tous les moyens sont bons, dépendant des circonstances, des opportunités et du moment, pourvu que l'action fasse le maximum de pertes en vie humaine et sème la terreur. Les civils et les militaires sont logés à la même enseigne et sont souvent frappés sans discernement du même sort destin funeste. La définition des combattants devient difficile à circonscrire également du fait de l'utilisation des moyens ultra-modernes, des armes automatiques comme les drones, les robots, les recours aux cyberattaques. Dans une situation de conflit,
lorsque les belligérants se permettent de faire des attaques ciblées sur des installations civiles, les hôpitaux, les structures administratives, cela constitue-t-il des crimes de guerre condamnables par le droit international humanitaire? Point d'interrogation. L'intégrisme religieux prend racine sur les terreaux favorables à la pauvreté et l'analphabétisme et met en porte-à-faux les niveaux international et local de l'humanitaire. Les principes humanitaires d'impartialité et de neutralité sont mis à mal par Daesh en Syrie et en Irak par les choix des organisations islamiques pour travailler dans les zones sous son contrôle. Un autre système local, avec ses ramifications internationales purement religieuses, se substitue dans ces régions au système humanitaire classique. Nous le savons, dans les zones contrôlées par les organisations islamiques, les organisations internationales non gouvernementales qui y travaillent sont souvent de leur obédience, bénéficient évidemment des financements d'un autre système qui n'est pas le système classique, principalement appuyé par les pays OCDE, ce qu'on appelle OCDE DAC, les organisations économiques pour la coopération et le développement constituées principalement des pays occidentaux qui participent à 80%, 70 à 80% du financement humanitaire, mais les canaux de financement de ces organisations sont tout autres que celles que nous connaissons d'habitude. Le contenu de l'assistance lui-même peut faire l'objet de rejet comme l'éducation occidentale au nord du Nigeria par l'État islamique en Afrique de l'Ouest, en parenthèse ex-Boko Haram. Lorsque l'accès aux zones sous contrôle de ces groupes est possible, il se fait à travers des organisations locales qui sont contraintes de se soumettre à des modistes propagandistes souvent opposés aux principes humanitaires. La non-utilisation des logos, on l'a vu au nord du Mali. À l'époque, j'étais au Niger, où la plupart des intervenants intervenaient au nord du Mali à partir du Niger. L'utilisation des logos des organisations classiques, MSF, autres, qui ne pouvaient même pas intervenir là, était bannie. Les Nations Unies, leurs logos étaient bannis. Ils ne refusaient pas l'aide, mais quand l'aide devrait venir, ça devrait passer par des organisations qui étaient les leurs ou des structures que eux-mêmes avaient mises en place et les logos devaient être enlevés. Sur un sac de farine de maïs, si vous aviez le logo de l'USAID ou du gouvernement américain, il devrait être effacé avant d'être utilisé dans leur zone. Toutes choses qui sont bien sûr contraires aux principes que nous connaissons. Ces exemples constituent des menaces à la construction des navires communs entre l'international et le local. L'expansion de ces groupes met en péril le cadre normatif, le financement et le continuum entre l'humanitaire international et local. L'accélération du réchauffement climatique et ses conséquences humanitaires constituent les seconds piliers du champ d'application du renouveau humanitaire. Les effets ressentis du réchauffement climatique sont à l'origine d'accidents hydrométéorologiques violents et imprévisibles, à l'origine des crises humanitaires de plus en plus importantes. De par leur magnitude, les catastrophes naturelles sont les premières causes des crises humanitaires à travers le monde, avec plus de 97 millions de victimes en 2013. Cette augmentation est justifiée par un accroissement de la fréquence des inondations. Les pays en voie de développement situés en zone climatique, géoclimatique fragile et où se superposent plusieurs facteurs de risque en payent un tribut de plus en plus élevé. La vulnérabilité locale est accrue du fait de l'urbanisation importante et anarchique des grandes villes du Sud, soutenue par une croissance démographique inquiétante et une migration ininterrompue. Pour la Côte d'Ivoire, plus de 50% de la population ivoirienne se trouve déjà dans les villes. Et à l'horizon 2050, nous serons aux alentours de plus de 70% de la population mondiale qui devrait vivre dans les villes. Et les catastrophes n'interviennent pas dans les fins fonds de Haut-Guinée nécessairement, c'est dans les villes où il y a un regroupement important des populations et où les conditions d'habitat et de logement sont souvent les plus précaires, où interviennent les catastrophes, où elles ont le plus de conséquences. Le caractère urgent de l'aide humanitaire durant les premières phases des catastrophes naturelles requiert une expertise, des moyens financiers et technologiques dont ne disposent souvent pas les structures locales lorsqu'elles ne sont elles-mêmes souvent pas affectées. Le récent tremblement de terre au Népal et celui d'Haïti en sont des illustrations. Associées aux situations de conflits ou de catastrophes naturelles, qu'elles n'occurrent pas seules, les épidémies constituent le troisième pilier autour duquel s'organise l'humanitaire.
Si les épidémies classiques de petite taille sont facilement gérées, la réponse passe à l'échelle pour les épidémies de grande magnitude ou spécifiques, comme Ebola. Dans ces cas, la chaîne de réponse de l'international au local s'active pour pallier à l'urgence et sauver des vies. Durant ces urgences médicales, le clivage virtuel entre l'humanitaire et le développement se dissipe. L'épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest traduit bien cela. On ne savait pas dire où se terminait l'humanitaire et où commençait le développement. Pour une fois que je n'ai pas vu qu'il y ait un débat entre l'humanitaire et développementaux pour dire ça c'est pas notre mandat, c'est de l'humanitaire, ça c'est du développement. C'était pendant l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Tout le monde s'y est jeté dessus pour intervenir parce que c'était une menace de santé publique, bien sûr, mondiale. La construction d'un futur humanitaire bien structuré connu un tournant important en décembre 2016 avec l'adoption par les Nations Unies d'une résolution sur la réforme humanitaire visant à 1. Améliorer la coordination sectorielle à travers le système de cluster au nombre de 12 avec chacun un lead internationalement reconnu. 2. La mise en place d'un système de financement plus équitable avec les volets dons de ce que nous appelons le CERF, le Central Emergency Relief Fund, est un mécanisme pour assurer une certaine équité entre les financements des urgences à travers le monde. 3. Le renforcement de la fonction de coordinateur humanitaire par le renforcement du leadership sur la coordination de la réponse aux situations de catastrophe. Cette résolution apporta une amélioration certes dans les systèmes de coordination avec plus de prévisibilité, de responsabilité des partenariats UN-ONG, mais souffre de certaines carences qui sont entre autres 1. La faible prise en compte des acteurs locaux. 2. Elle ne met pas le bénéficiaire au centre de l'action humanitaire. Et en dernier lieu, le rôle et la place non définie des partenaires importants et des bailleurs de fonds. Face aux défis humanitaires nouveaux d'un environnement changeant, le futur de l'aide humanitaire en cette période de transition en Côte d'Ivoire et dans la région ouest africaine doit être vu au-delà d'une seule nation et d'une décennie. Au crépuscule de l'assistance humanitaire classique, les besoins résiduels en Côte d'Ivoire doivent être pris en charge par les gouvernements et les acteurs locaux en collaboration avec le secteur privé. Au-delà de la réponse humanitaire, l'humanitaire nouveau passe par l'intégration de la réduction des risques de catastrophes dans l'ensemble des sphères du développement en harmonie avec le pilier 4 du cadre de Sendai qui remplacera bientôt celui de Hyogo. Accroître la résilience des communautés, renforcer les mécanismes de préparation et de prévention des crises et catastrophes selon une approche nationale et régionale. Au plan international, l'évolution des lois et cadres met du temps à se faire alors que nous sommes dans l'obligation de répondre à des questions pratiques essentielles face à des défis nouveaux. C'est dans une telle situation que l'éthique prend toute son importance. Il précède les lois qui, elles, mettront du temps à se mettre en place et comblent le vide législatif et juridique. Il apporte des réponses aux blocages que rencontrent les praticiens de l'humanitaire. Il nous faut engager un débat substantif et continu autour du rôle de l'éthique dans l'humanitaire comme ce fut le cas pour la médecine. Ceci non seulement pour trouver des réponses aux nouvelles préoccupations, mais également pour mettre sur le même pied d'égalité l'acteur humanitaire et le bénéficiaire qu'il est censé aider à recouvrir sa dignité et son autonomie. Je fais un clin d'œil au professeur Jean-François Bété qui nous a mis un peu sur cette voie. La réflexion de l'accompagnement sur le renouveau humanitaire doit porter aussi bien sur l'environnement humanitaire que sur l'assistance elle-même. L'accélération du réchauffement climatique, les catastrophes naturelles, les migrations du fait du climat, l'urbanisation accélérée, l'évolution des conflits, des armes et des combattants, pour ne citer que ces exemples, doivent être du domaine d'examen de l'éthique. Construire l'avenir est synonyme de regarder dans la même direction, se fixer un objectif commun. Cela requiert des concertations et des débats pour avancer. C'est en cela que l'initiative du secrétaire général des Nations Unies d'organiser le premier sommet mondial humanitaire révèle toute son importance. L'idée en soi d'une rencontre mondiale de très haut niveau, première du genre, résonne à l'évidence comme une réussite en soi. À côté des États, les organisations non gouvernementales, nationales et locales cherchent à accroître leur autonomie et indépendance financière. Lors de la récente conférence préparatoire du sommet mondial humanitaire tenue à Genève il y a un mois,
Les ONG nationales ont proposé que 20% des financements humanitaires leur soient directement alloués. L'orientation donnée au sommet mondial humanitaire à travers les recommandations préliminaires des 8 consultations régionales laisse entrevoir la proéminence, la place accordée aux bénéficiaires au sein de l'action humanitaire pour plus de dignité, de protection et accroître la résilience à travers des approches innovantes. Enfin, pour terminer, les recommandations du sommet mondial humanitaire devront s'intégrer dans les cadres de développement existants et à venir, tels que le cadre de Sendai de mars 2015, le cadre du développement durable des Nations Unies de septembre 2015, la COP 21 de Paris et la conférence sur le logement et le développement, urbain durable de Kyoto de 2016. Pour votre attention, je vous remercie. La perception de chaque acteur, l'ONG, ou le bailleur, ou l'État. Effectivement, ça a été mis en exergue par monsieur Hildebrandt. Effectivement, cette question de perception nous ramène sur la position que devraient occuper les sciences sociales, comme a été développées par le professeur Tenetoué, sur comment comprendre effectivement ces perceptions. C'est un secteur à problème également parce que, tel que démontré par M. Malawa, effectivement, l'humanitaire crée des situations de rapport de pouvoir jusqu'à l'étranglement de la loi. Et on l'a vu dans le contexte ivoirien, là où une loi sur la liberté d'association existe, et ensuite il y a, je dirais, des bricolages autour des politiques publiques qui amènent effectivement à dévier cette loi-là. Et nous allons donc prendre 5 questions, un premier tour, et ensuite un deuxième tour. En fait, je vais avoir le challenge de la longueur de fil dispo, donc en fait, je vais prendre que des questions qui sont dans le périmètre possible, et je pense que ça va être assez des questions qui ont été soulevées depuis le début, mais sur lesquelles on ne fait que tourner autour. La première chose, c'est la question de ce que c'est que l'humanitaire. On a zappé sur la définition depuis le début, on nous l'a dit à un moment, on ne va pas définir. Voilà. Mais en fait, le problème ne vient-il pas de là? Parce que quand on parle de transition humanitaire, on parle de quoi? Visiblement, il y a un glissement sémantique du terme humanitaire de l'urgence et de la crise vers l'après-crise et le développement. Et là, on voit bien que déjà, là, il y a un achoppement des différentes personnes qui ont présenté et que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Et que la question de la transition humanitaire, c'est-à-dire de vouloir obtenir une transition qui confie l'humanitaire à des acteurs locaux plutôt qu'à des ONG internationales, on voit bien que là aussi, on tourne autour de cette question depuis le départ. Et est-ce que ce n'est pas justement ce changement de définition de l'humanitaire qui nous pose problème? Parce que dans la question de la transition humanitaire et de l'action humanitaire, si on reprend les fondamentaux, et je reprends ce que Francis Akindele disait en tout début, c'est quand même une action, ça a été dit par d'autres intervenants, pour sauver des vies et pour alléger la souffrance des personnes qui sont dans des situations de crise et d'urgence. Et la question de la transition humanitaire, et c'est dommage que le professeur Matmi n'est pas là, et j'aurais bien voulu qu'il soit là pour en débattre, il n'est pas revenu. La question c'est, finalement, est-ce que quand on est en train de sauver des vies, moi j'en reparlerai demain, mais quand on est en train de sauver des vies en situation de crise ou d'urgence, c'est pas les personnes les plus compétentes, et on a parlé de la compétence des acteurs aujourd'hui, et donc je crois que là il y a vraiment, il faut qu'on avance sur cette question, à qui on peut confier l'humanitaire? Est-ce que c'est pas aux personnes les plus compétentes, et quelles sont les personnes les plus compétentes, et sur quels critères on va les évaluer? Et donc pour des populations qui sont en souffrance, en situation de famine, en situation de crise, en situation d'Ebola ou d'attentat, c'est bien, on a bien besoin des personnes les plus compétentes. Par contre, l'urgence, ça se prépare. Moi j'ai une double casquette, je suis médecin et anthropologue, j'ai fait 12 ans de médecine d'urgence. Quand on intervient dans une situation d'urgence, si on n'est pas préparé, on ne peut pas travailler. Donc la question, elle est peut-être en amont, c'est-à-dire comment on prépare l'urgence et comment on apprend à des gens à préparer l'urgence. Et on nous a dit, à cette table ronde, Yvan Hildebrandt nous l'a dit, sur certaines crises humanitaires, il n'y a pas de choix.
Ça va être MSF et le HCR, parce qu'on sait que c'est eux seuls qui sont compétents pour monter en quelque temps un plan humanitaire. Donc c'est peut-être la réflexion, elle vient peut-être en amont, et si on veut que diversifier les intervenants dans l'humanitaire, est-ce que c'est pas dans la préparation de l'urgence qu'il faut travailler? J'ai le droit à une deuxième question. L'autre question qui me chagrine, c'est qu'on utilise depuis le début de ce séminaire, de façon, alors là, très aléatoire et avec des champs sémantiques très différents, le terme de communauté. On nous a parlé, Luc Grégoire, qui n'est plus là du plus, nous a parlé de la communauté internationale. Or, on voit bien que ce n'est pas une communauté, c'est un ensemble d'acteurs qui ne sont pas du tout d'accord entre eux. Et une communauté, je vous renvoie à l'article de Soisy Crochet qui avait écrit en 2000 dans un livre de Ronnie Broman sur l'humanitaire, justement, et où elle parlait de ce vieux serpent de mer qu'est la communauté et de cette... comment elle appelait ça? Cet obscur objet du désir qu'est la communauté. D'accord? Et quand on parle des populations, on parle aussi de communauté comme si, et Ebola nous l'a bien montré, c'est que quand il y a une crise, la communauté, elle se dissout. Le lien social se dissout devant le risque et devant la crise. Ça dépend du type de risque. Dans les attentats à Paris, on l'a bien vu, les communautés, les populations se sont soudées. Par contre, dans d'autres situations, donc on voit bien que la communauté, c'est quelque chose qui est... Ça arrange bien, c'est un terme qu'on utilise maintenant. Je crois que dans son article, Soisy Crochet disait depuis plus de 20 ans, déjà on utilisait le terme communauté en 2000. Donc, depuis 1980, c'est un terme qui est très à la mode, mais finalement qu'on interroge rarement. Voilà. Donc je voulais poser la question aux intervenants. La langue francophone, justement pour avoir l'opportunité de travailler sur cette évolution des champs sémantiques qu'on avait à cœur de travailler. Deuxième chose, nous avons dans la salle des étudiants qui viennent de l'université Alassane Ouattara, de la chaire UNESCO pour la paix et du CERAP. Donc on vous propose demain un petit exercice après les synthèses des rapporteurs, c'est de vous poser 3 questions. La première question c'est est-ce que l'humanitaire est derrière nous, derrière vous? Qu'est-ce que l'humanitaire aujourd'hui? Et enfin, pour l'avenir, est-ce que vous pensez que l'humanitaire doit changer de nom? Je pense que ce serait bien d'avoir un étudiant de chaque université au moins qui nous propose des réponses. Et dernière question pour M. Traoré et M. Desbrandt. Le H dans le nom de vos organisations, on a plein d'autres mots à disposition, crise, urgence, aide internationale. Est-ce que vous pensez qu'il faut changer ce H pour être plus précis? Voilà, on va passer à la prochaine question. Disons, à entendre Dr Malawa, j'ai froid dans le dos, mais je n'en ai pas douté parce que quand j'ai écouté M. Kwame ce matin, j'étais déjà convaincu de cette situation. C'est dans la transition humanitaire, est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin d'une transition humanitaire? Parce que depuis le début de cette transition, tous les signaux sont au rouge. L'État ivoirien ne veut pas de société civile. Ne veut pas de société civile. Les uns et les autres ont peur de le dire, mais permettez-moi de l'affirmer. Et j'en suis d'autant plus convaincu que juridiquement, la société civile n'a pas sa raison d'être en Côte d'Ivoire. Et cela se traduit dans les actes que posent les agents de l'État tous les jours. Donc si on parle de transition humanitaire, il faut qu'on interroge l'État ivoirien sur cette question. Et l'État ivoirien est-il obligé d'en avoir? Je crois que si l'État ivoirien se veut un État démocratique, la démocratie ne peut pas se faire sans une société civile. Permettez-moi de finir. Donc, je voudrais, pour terminer, dire donc, si la société civile est une nécessité pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien doit comprendre que la société civile, c'est d'abord la liberté. Ce n'est pas une société qu'on régente, ce n'est pas une société à qui on donne, excusez-moi, des cacahuètes pour leur tenir la bride, mais c'est une société qu'on accompagne. Et donc, je pense que, en tant que l'un des porte-parole, la société civile ivoirienne, dans le cadre de la transition, parce qu'il y avait ASAPSU et MESAD, et donc je intervenais en tant que MESAD, je voudrais dire donc aux représentants de l'État de Côte d'Ivoire
que l'émergence ne pourra pas se faire sans société civile, et donc asseyons-nous pour discuter, pour créer cette société civile-là qui n'est pas dépendante de l'État. Merci. Ok, merci. Docteur Sina, je vous laisse m'indiquer la prochaine question. Oui, monsieur Sylvain. Sylvain André Faye, je suis professeur de sociologie et d'anthropologie, chef du département de sociologie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, j'avais juste une petite question pour monsieur Yvan. Vous avez bien évoqué aujourd'hui, je pense que c'est vous qui avez dit, ou Modibo plutôt, qu'on est passé de humanitaire développement, et pour une fois, personne n'a soulevé le fait que dans le contexte d'Ebola, par exemple, que les humanitaires et les développementalistes se soient retrouvés dedans. Vous avez raison, mais ayant fait l'expérience d'Ebola, parce que j'ai été impliqué depuis le début à travers l'OMS sur le terrain Ebola en Guinée, justement, on se pose la question de savoir est-ce que ce n'est pas ça qui est une des raisons de l'échec de l'action humanitaire, si on peut le dire ainsi, en tout cas, du point de vue des attitudes de défiance populaire qu'on a observées. Est-ce que la grammaire développementaliste, elle s'impose dans un contexte d'urgence sanitaire qui a sa particularité? Un contexte d'urgence sanitaire n'est pas un contexte de développement. Et j'en reviens à ce que disait Marc, parce qu'on est aussi dans une logique d'inversion du point de vue sémantique. Et il est utile, quand on voit ce qui s'est passé, on a trop fait de l'inversion du point de vue sémantique, et il est utile de revenir à de la précision conceptuelle. Tout ce que nous mobilisons. Et dans le cadre de l'action humanitaire en Guinée, on se pose la question, je vous pose la question, car puisque vous l'avez évoqué, est-ce que ce n'est pas justement cette confusion urgence sanitaire, développement, qui pourrait expliquer les difficultés qu'on a connues sur le terrain, en tout cas du point de vue de l'action humanitaire? Merci. Une dernière question. Poser deux questions. La première contribution concerne l'exposé sur le rôle des sciences sociales dans l'accompagnement de la transition humanitaire, de l'action humanitaire. Je pense qu'il y a une question qu'on pourrait aborder également, c'est celle de la problématique de l'éthique auquel les chercheurs en sciences sociales sont confrontés dans les processus de recherche scientifique. On s'est retrouvé souvent en situation de tension entre la logique du bailleur et la logique de la recherche. Donc je pense que cette question doit être inscrite au cœur de cette problématique de l'éthique. Et puis également, deuxième point, toujours concernant l'éthique, la question des comités d'éthique. En général, en Afrique, c'est des comités qui sont calqués sur l'éthique au sens médical du terme, mais pour les recherches en sciences sociales, on peine à mettre en place des comités éthiques qui traitent des questions d'éthique en sciences sociales. Deuxièmement, deuxième contribution, c'est la question de l'accompagnement de l'action humanitaire, toujours par les sciences sociales, mais vu du point de vue des acteurs clés qui animent ces sciences sociales. Je vais parler des universitaires. Peut-être qu'à ce niveau également, cet accompagnement doit impliquer l'externalisation des acteurs universitaires qui doivent sortir un peu de leur laboratoire, de leur tour, j'allais dire, de Babel, d'Ivoire, pour venir à la rencontre des populations, des sociétés qu'ils sont censés aider à déceler les problèmes et à les aborder. Et puis je terminerai par deux questions. La première s'adresse à M. Yvan, qui a dit quelle action en Côte d'Ivoire dans 10 ans. Moi, je retournerai la question pour demander d'abord qu'est-ce que vous entendez par transition humanitaire, et puis ensuite, combien de temps durera cette transition humanitaire dans le cas de la Côte d'Ivoire, au bout de laquelle on devrait parvenir à l'autonomie dont M. Mattei parlait ce matin. Dernière question, je pense qu'il faut relativiser l'hypothèse d'une absence future de crise humanitaire majeure à laquelle toujours M. Yvan faisait allusion. C'est vrai que la situation semble s'être normalisée, mais il existe encore des phénomènes sociologiques importants de la société ivoirienne, notamment à l'ouest, qui nous amènent à être un peu inquiets. C'est un terrain sur lequel nous avons la chance de travailler et où aujourd'hui on assiste à
dynamique de construction des mémoires autour des épisodes et des espaces de violence que les gens ont connus. Et ces processus mémoriels donc, qui prennent racine dans les mémoires des acteurs qui ont été belligérants, des communautés qui ont été belligérantes par le passé, ne sont pas de nature forcément à les unifier, mais plutôt à creuser le fossé de la méfiance qui pourrait déboucher, on ne le souhaite jamais, sur des conflits intercommunautaires qui pourraient également embraser tout le reste. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Merci bien. Effectivement, la question de Marc, c'est ce que j'ai soulevé dans ma présentation aussi, c'est qu'il y a un peu de confusion dans la définition de l'action militaire ou de l'humanitaire en général, et la suggestion de reconsidérer, de retirer le H dans EGO, c'est pour humanitaire effectivement ou H. Moi j'ai dit non, on avait le H avant vous, et je crois que bon, le glissement sémantique s'est fait depuis déjà quelques temps, et il faut dire les choses, c'est en partie pour une récupération bien sûr comme alibi de l'impuissance des acteurs de développement et de l'impuissance des acteurs politiques pour résoudre des crises. Et donc on l'a vu, c'est pas nouveau, hein, depuis longtemps déjà, voilà, la réponse de l'Union européenne sera humanitaire. Donc, les médecins volontaires en 1994 ont été les premiers à dire on n'arrête pas un génocide avec des médicaments. Et donc je crois qu'il serait plus simple qu'on rende le terme humanitaire plus pur. Et qu'on reconnaisse qu'avant l'humanitaire, il y a des actions de développement qui amènent vers l'émergence, et ça ne s'appelle pas humanitaire, ça s'appelle développement. Et après la crise, il y a effectivement des activités de réhabilitation, de reconstruction, ça s'appelle réhabilitation, reconstruction, il n'y a pas de raison d'appeler ça humanitaire. Et je crois qu'effectivement, si ça c'est clarifié, qu'on s'entend là-dessus, il y aura moins de tensions entre les différents opérateurs par rapport à des ressources qui sont dédiées à chacune de ces phases, et qui ne sont pas disponibles pour tout. Donc, voilà, ça c'est ma réponse sur ce point-là. Il y avait la question sur et je continue à le couvrir, le constat était quand même que les acteurs de développement sur place étaient complètement dépassés. L'État était dépassé, les acteurs de développement aussi, parce que c'est une situation inhabituelle. Et donc, il n'y a pas eu le choix, il a fallu les remplacer. Et là, on était vraiment dans une approche substitutive, en tout cas aussi au niveau, par exemple, du rôle de l'État dans la riposte. Il a fallu envoyer effectivement la grosse machine. Mais pas seulement les médecins volontaires, parce qu'on a eu aussi comme les forces armées américaines qui sont venues avec des hôpitaux clés sur porte et qui ont pris les choses en main. Donc moi je ne pense pas qu'on est là dans une situation où les acteurs de développement humanitaires se sont pas disputés, ils étaient existants. Ce qui était intéressant par contre c'est leur inclusion très vite et dès le début de la riposte pour poursuivre les efforts et pour sortir de la crise. Et donc ça c'est vraiment un point positif. Mais je ne sais pas s'il y avait d'autres points, c'était sur la perspective peut-être un peu trop optimiste ou sereine par rapport à l'évolution de besoins humanitaires en Côte d'Ivoire. De nouveau, si on prend une définition stricte de l'aide humanitaire, j'essaie de me projeter par rapport à une crise de grande échelle aiguë avec des besoins de life saving importants qui requièrent le déploiement d'une aide internationale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des besoins humanitaires de taille modeste et auxquels il faudra répondre. Moi j'ai cité le choléra va revenir certainement. Il y aura probablement des inondations qui auront des conséquences humanitaires, peut-être d'échelle, mais quand même ça a besoin d'une assistance. Et après effectivement il y a la question de l'instabilité dans la zone frontalière avec le Libéria, liée à des questions foncières, de tensions intercommunautaires, je l'ai cité. Ça requiert effectivement une implication plus grande probablement de l'État, qui est en train de se reconstruire, restauration de l'État de droit, clarification effectivement de l'accès à la terre, des titres fonciers, tout ça est en cours, et en attendant il faut de l'accompagnement. Donc, c'est pas parce que nous on fait le bureau qu'on ne regardera plus comment évolue la situation en Côte d'Ivoire, et on a le bureau à Dakar. Et en même temps, les acteurs qui restent ici, ce sont vraiment les meilleurs aussi observateurs et relais qui peuvent donner l'alerte au cas où la situation requiert un retour de l'aide humanitaire dans le sens pur. Merci. Question de l'humanitaire dans une collectivité territoriale qui compte 10 communes de la ville d'Abidjan, 96 villages périurbains et 4 sous-préfectures, c'est-à-dire chefs-lieux de sous-préfecture qui sont les villes. Nous l'avions purement et simplement posé en termes de sécurité humaine. Nous nous sommes dit, sur le territoire interviennent certainement certains acteurs, l'humanitaire, des ONG,
Et tout de suite, nous avons créé un département qui s'occupe de la sécurité humaine. Et cette sécurité humaine prend en compte la problématique de la résilience. Étant entendu qu'en 2002, avec la crise, Abidjan avait reçu pas mal de familles déplacées. Et nous en avons fait véritablement un problème à résoudre. Il fallait faire en sorte de collaborer avec certaines institutions, avec certaines ONG humanitaires. C'est un acquis que vous aviez capitalisé parce que vous aviez effectivement bénéficié de ce partenariat. Effectivement, quand on parle de société civile, c'est vrai, quand nous faisons tout un repère historique, il y a une société civile forte en Côte d'Ivoire, il faut le dire. Et malheureusement, avec le vent de la boule en 90, il y a une pléthore de formations, comment je peux appeler ça, de société civile, si on peut appeler ainsi. Et il faut dire qu'à chaque coup de vent, à chaque coup de, je dirais, de questions, de l'heure, la société civile change de fonction à chaque fois qu'il y a un secteur qui appelle à un financement. Ça aussi, c'est une réalité. Mais je dis que la société civile peut être forte sans attendre quelque chose de l'État. Parce que ne pensons pas que la société civile doit forcément attendre un financement forcément de l'État. Il y a cette fusion des forces, cette synergie d'action que la société civile se doit d'exploiter en faisant en sorte que ce soit des plateformes incontournables. Parce que comme on le dit souvent, c'est l'union qui fait la force. Aujourd'hui, il faut le dire, quand on fait un état des lieux de la société ivoirienne, ne me faites pas faire une conférence sur la société ivoirienne, il y a beaucoup à dire. Mais où est passée la société civile? N'attendons pas seulement les projets pour dire que oui, il faut la société civile, mais la société civile, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Que faisons-nous dans l'éveil de conscience? Je crois que c'est ça le véritable problème, à mon avis. Parce que cette problématique, souvent, nous interpelle, nous aussi, au district autonome d'Abidjan, où très souvent, quand on fait des appels d'offres en interne, nous nous retrouvons avec des projets inachevés. Parce qu'il y a un véritable problème, il faut le dire. Bref, je pense qu'on va revenir là-dessus avec l'éthique. L'éthique, nous l'avions confondu un peu à la gouvernance. Nous ne pouvons pas parler d'éthique sans parler de gouvernance. C'est cela aussi. Parce que pour gérer un projet, c'est une forme de gouvernance. Gérer une ONG, c'est une forme de gouvernance. Il y a eu aussi l'opportunité de faire une étude sur la gouvernance interne de certaines organisations de la société civile. Mais je vous avoue, ce qui a été dit, c'était le même constat. Voilà, il y a d'autres. Sur l'éthique, on nous a dit demain qu'on aura l'occasion d'intervenir. Bon, je vois le modérateur s'activer. Je laisse la parole à mon frère Traoré. Je laisse la parole à M. Modibo Traoré et à la fin à M. Dr Malaron sur la question soulevée par monsieur, sur la question sur le problème du rôle de l'État dans l'activité de la société civile ivoirienne. Monsieur le modérateur, je m'en vais juste faire donner quelques éléments de réponse rapidement et faire quelques commentaires sur certaines préoccupations qui ont été soulevées. La transition, d'abord, la question sur la transition, est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin de transition? Je dirais qu'il faudrait d'abord définir ce que c'est que de quelle transition nous parlons, parce qu'il y a d'autres transitions. La transition au niveau global, macro, qui se passe, là, la Côte d'Ivoire est dans une transition de l'humanitaire au niveau mondial qui s'est fait. C'est tout ce qui touche par exemple au droit international humanitaire, comme à la définition de combattant, au niveau de la gouvernance même de l'humanitaire. C'est des questions de transition se posent à ce niveau. Les questions de transition se posent également même sur la nature, le contenu de l'assistance humanitaire. Il y a des nouveaux mécanismes comme les cash transferts qui sont en train de se développer un peu partout, qui substituent à l'assistance classique, qui consiste à transférer de l'argent aux bénéficiaires au lieu de leur donner des sacs de riz, etc. Donc il y a un changement complètement même de dynamique au niveau de l'assistance humanitaire qui a commencé depuis plusieurs décennies. Ça s'accélère peut-être maintenant à la faveur de l'accélération de tout ce qui se passe autour de nous, comme l'impact du phénomène du changement climatique. Donc l'humanitaire doit changer par rentrer dans une période de transition d'un état à un autre, d'un paradigme vers un autre.
Donc c'est de cette transition dont on parle. Donc la Côte d'Ivoire est dedans, bien sûr. Elle n'a pas besoin de dire j'en ai besoin ou pas, mais ça frappe tous les pays indistinctement de sa position géographique. La seconde transition qui me vient à l'esprit, ça c'est la transition à l'intérieur de la Côte d'Ivoire par rapport à la réduction des besoins humanitaires, parce que le pays a traversé une crise humanitaire, les besoins sont en train de baisser de façon drastique, significative maintenant, il y a des besoins résiduels, évidemment, mais l'essentiel des besoins est en train de changer d'un état de pays humanitaire, comme certains l'ont dit pendant la crise, à un pays qui va vers le développement. Ça aussi c'est une transition. On ne parle pas beaucoup de cela peut-être maintenant, mais c'est la transition dont moi je parlais, c'est la transition au niveau beaucoup plus macro. La question de M. Fall sur le Ebola, ce que je voulais dire en fait c'est le débat. Il y a un débat sémantique, un clivage entre l'humanitaire et les développementaux qui existe depuis très longtemps. Ça existe même dans les structures qui gouvernent et l'humanitaire et le développement qui ne communiquent pas beaucoup. Par rapport à Ebola, quand la crise a commencé, il n'y a pas eu ce débat en fait de dire c'est un problème purement humanitaire, c'est un problème purement de développement. Les acteurs humanitaires étaient sur le terrain, comme MSF, et les acteurs de développement étaient déjà là et qui ont été, comme les collègues l'ont dit, ont été très vite débordés. Il n'y a pas une collaboration étroite entre ces deux compartiments de l'humanitaire au sens large. Il n'y a pas de communication. Sinon, ce qui est les incidents malheureux qui sont arrivés à Zéro-Gorée en Guinée n'auraient pas dû subvenir si les mesures en termes de sensibilisation, l'anthropologie avaient été utilisées au service de l'humanitaire. Et les humanitaires ne font pas de l'anthropologie, ce que je sache de façon importante, les développementaux font ça. Si les deux travaillaient ensemble, on aurait pu éviter des incidents comme ça. La réponse aurait été beaucoup plus efficiente, mieux coordonnée, si les deux compartiments travaillaient ensemble. Donc ça a effectivement manqué. Quelques commentaires qui ont été faits, bon, des petites questions, la question de Virginie en ce qui concerne la définition du H. Je dirais que l'humanitaire, la définition, si vous regardez dans la rousse, c'est tout ce qui contribue au bien-être universel. Mais comme les collègues l'ont dit, bien-être universel, il y a vraiment tout dedans. Il y a absolument tout dedans. C'est pour cette raison que la définition essaie d'être cette fois circonscrite en parlant de crise humanitaire. Parce que vous assistez à un voisin qui est en difficulté, vous contribuez au bien-être du voisin, de la communauté, vous le faites au niveau d'une communauté, vous contribuez au bien-être de la communauté et au bien-être universel. Donc tout peut être mis dans l'humanitaire, raison pour laquelle ça a été circonscrit, on le circonscrit de plus en plus, vous parlez de crise humanitaire. Alors si les étudiants qui ont l'imagination beaucoup plus fertile et innovante nous trouvent une autre terminologie, ben, je proposerai à mon siège de pouvoir faire le remplacement du H par cela. Ok, merci. Merci. On laisse Malaron terminer. Merci beaucoup. En 5 minutes, on laisse. Et 5 minutes, je pense que c'est vraiment suffisant. D'abord, je voudrais dire que l'action humanitaire, elle est inhérente à la qualité humaine. Ça veut dire que quand on est homme, on est potentiellement vulnérable. Et c'est vrai que dans les parties du globe, au niveau mondial, il y a certaines parties qui sont beaucoup plus propices à ces genres d'actions d'urgence. Donc, on met un continuum de développement. Mais il est clair que l'action humanitaire, là où il y a l'homme, que ce soit la période en général, on peut toujours en trouver. Et donc, c'est clair aussi que la transition dont on parle n'est pas forcément totale. C'est pas qu'absolument on vient de remplacer les ONG internationales disant dans 10 ans, vous devez plus être là. C'est pas ça. C'est pas forcément ça. C'est pas absolument total. Prenons un exemple d'INADES. INADES formation depuis 80e. Mais il y a déjà une transition. Parce que l'INADES est parti à nouveau débloqué et a laissé une organisation nationale qui est autonome, qui fait la même chose de plan agricole. C'est une coupe de transition. Transfert de compétences avec des agents locaux. C'est valable aussi pour l'ACF qui le fait déjà, qui même a envoyé même sur la chaîne DRH qui est actuellement à Bioforce. Il y avait des nationaux ici qu'au moment où il y avait la crise, sont allés ailleurs pour travailler. Donc la transition, ce n'est pas forcément qu'on dise compétences ou projet international, donc il faudrait forcément participer. C'est pas ça absolument. Ça s'est fait de façon progressive et à plusieurs niveaux. Et en même temps, je voudrais aussi dire, parce que j'ai dû informer ou donner l'information que le ministère de la Santé, il y a eu, comme me pose la question, quel est le rôle, il y a eu quelque part, je peux dire, un excès de pouvoir.
Le ministère ne pouvait pas. D'autant plus que l'ONG déclarée a déjà eu son enregistrement. Quand l'ONG est déclarée, c'est l'ONG ivoirienne. Quand l'ONG est agréée, autorisée, c'est l'ONG étrangère, internationale. Quand elle est ivoirienne, elle est déclarée. Elle veut seulement dire que enregistrez-moi comme tel. C'est tout. Et elle a ses droits. Donc les ministères ne pouvaient pas créer une seconde habilitation pour reconnaître encore l'existence juridique de l'ONG. Qu'elle soit ivoirienne ou qu'elle soit locale. Donc à ce niveau, il y a un débat. Et l'ONG pouvait, si elle le savait, saisir de nouveau bien le Conseil constitutionnel pour demander quoi l'inconstitutionnalité de l'acte qui a été posé. C'est possible. Voilà. C'est son droit. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Pour conclure, vous, ceux qui sont aujourd'hui comme personnes publiques, nous qui travaillons, ceux qui sont fonctionnaires, qui sont des autorités publiques, on doit savoir une chose. Quand on arrive dans la maison le soir, on fait quoi? Le manteau public, là, on les laisse au travail, on devient qui? Personne privée. Donc du coup, on est partie prenante de la société civile. Nous-mêmes. Donc si nous, on s'éprime soi-même, on devra quel porte-voix demain. Donc c'est pour ça qu'on est au pouvoir, faisons toujours l'effort de faire quoi? De pouvoir garantir des libertés pour que la société civile puisse être effective, valable pour les juges internationaux comme national, et j'espère qu'on puisse avoir un État démocratique, très participatif, où les droits sont respectés. C'est vrai, je conclue là. Merci. Je pense que l'auditoire a plus de l'avance. Nous sommes au thème de cette table ronde. Effectivement, la question reste posée. C'est quoi la transition humanitaire? Mais avant, c'est quoi l'humanitaire? Et nous espérons que les débats de demain apporteront d'autres éclairages. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.